Bonjour à tous, bienvenue dans cette 7e rencontre de ce bloc de cours intitulé « Analyse numérique pour les équations aux dérivées partielles ». Rappelez-vous, lors de notre dernière séance, nous avons mis en évidence un certain nombre de propriétés du schéma aux différences finies centré à 5 points. Ça, c'était pour la discrétisation du Laplacien. Et puis, nous avons aussi établi la discrétisation de la condition de Neumann, sachant que la condition de Dirichlet présentait une discrétisation totalement naturelle. Donc nous allons poursuivre les propriétés de ces différentes discrétisations, j'ai envie de dire, pour finalement rapprocher l'ensemble des propriétés du schéma aux différences finies que nous avons considéré jusqu'à présent avec les propriétés du problème exact, de ce qu'on appelle le problème continu, concernant l'existence, l'unicité et le théorème du maximum de la solution du problème exact. C'est la raison pour laquelle nous abordons maintenant dans cette 4e partie de ce 4e paragraphe le théorème du maximum discret et ses conséquences. Et je vous rappelle donc que nous avions dans nos investigations considéré un problème modèle au sein duquel la discrétisation avait été aussi considérée dans un cas particulier, c'est-à-dire la discrétisation du Laplacien assujetti à la condition de Dirichlet ou de Neumann-Dirichlet, mais dans un carré que nous avons discrétisé à l'aide d'un maillage avec un pas constant aussi bien en horizontal que vertical, à savoir delta x que j'ai noté petit h pour le pas de discrétisation selon l'axe des x et delta y noté petit k pour la discrétisation le long de l'axe vertical y. Donc, je vous rappelle qu'à partir de cela, eh bien, en un point intérieur, en MIJ, on avait obtenu le fameux schéma aux différences finies à 5 points centrés dont je vous rappelle l'expression. On avait donc montré que utile d'IJ, c'est-à-dire notre suite d'approximation des vraies valeurs au nœud xi, yj, u en xi, yj, ou u en mij, comme vous le voyez ici sur le dessin, eh bien, on avait la relation suivante entre ces approximations, à savoir u tilde i moins 1 j, moins 2 u tilde ij, plus u tilde i plus 1 j. Ça, c'était divisé par H2 et ça correspondait, pour avoir bien en tête de quoi on parle, ça correspondait à l'approximation de la dérivée partielle seconde au point MIJ par rapport à la dérivée partielle seconde par rapport à x, et puis l'équivalent pour la dérivée partielle seconde par rapport à y, cette fois-ci, des 2u sur des y2. Donc on avait un u tilde i j-1 moins 2u tilde ij, plus u tilde i j plus 1, cette fois-ci sur K2. Et le tout était égal à 0. Hein, ça, c'était, j'ai envie de dire, l'approximation. Reprenons les termes que nous avons vus la dernière fois, consistante de, eh bien, Laplacien de u en MIJ égale 0. Puisque je vous avais montré lors de cette construction, par construction même, que cette combinaison finalement n'était rien d'autre que le Laplacien à des infiniment petits près, pour rappel, grand O de K2, grand O de H2. Très bien. Et donc, on avait, pour la terminologie, évoqué d'un schéma aux différences finies à 5 points, parce que les différentes approximations qui interviennent ici sont des approximations aux nœuds voisins, aussi bien MI plus 1J, MI moins 1J, MI J plus 1, MI J moins 1, d'où la terminologie de 5 points et centré, vous avez compris. Alors, à partir de là, eh bien, on peut exhiber U tilde IJ, et montrer, alors par un petit calcul algébrique, donc qu'il est inutile de connaître de tête et qui consiste simplement à isoler U tilde ij. Alors on peut montrer que U tilde ij s'écrit K2 sur 2H2 plus K2, facteur de donc U tilde I moins 1J plus U tilde I plus 1J. Et puis l'équivalent, vous l'avez deviné, plus H2
parce que tout est symétrique en I et J, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de symétrie au niveau de cette écriture, sur 2H2 plus K2, et donc on va avoir un U tilde I J-1 plus un U tilde I J plus 1. Alors là, ça devient particulièrement intéressant. Hein, si on pose, alors on va introduire plusieurs notations pour faire plus simple dans l'écriture. Hein. Vous voyez qu'on a 4 coefficients, en fait, on a U tilde J qui est une combinaison linéaire des 4 autres valeurs. Alors je vais poser alpha égale K2 sur 2H2 plus K2, et je vais poser bêta égale son symétrique dans l'écriture H2 sur 2H2 plus K2. Ça, c'est la première chose. Et donc, on a de facto par construction, on a alpha compris entre 0 et 1. Ça, c'est assez immédiat, c'est complètement immédiat, et il en est de même. Autrement dit, on a des poids qui sont compris entre 0 et 1 strictement, puisque H et K sont non nuls. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Alors, autre chose, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, donc vous avez 2 fois le poids alpha qui intervient et 2 fois le poids bêta qui intervient. Et donc, vous avez, en faisant alpha plus bêta, la somme de ces 4 poids, eh bien, évidemment, vous voyez que vous allez trouver 1. Autrement dit, cela implique que U tilde IJ est le barycentre des 4 autres valeurs, hein, j'ai envie de les noter, U tilde KL, et j'ai envie de dire avec K égale I-1 ou I plus 1, et L égale J-1 ou J plus 1, ou J plus 1. Voilà, par symétrie, on va bien l'écrire pour qu'il n'y ait pas de doute. Ce qui veut dire que si j'introduis, je continue à poser, si on pose, eh bien, puisque c'est un barycentre de ces 4 valeurs, le barycentre des 4 autres valeurs, je vais poser petit m le min des U tilde, alors j'ai noté KL, les nouvelles, le min des U tilde KL pour KL qui conviennent, hein, pour K et L qui conviennent, c'est-à-dire ces 4 points en quelque sorte, et grand M, le max de ces U tilde KL. Alors forcément, puisque U tilde IJ est le barycentre de ces 4 valeurs, eh bien vous avez de facto U tilde IJ. À la limite, on pourrait se passer de la terminologie du barycentre, mais compte tenu du fait que les coefficients sont compris entre 0 et 1 et que la somme de ces 4 coefficients apparaissant dans cette combinatoire, dans cette combinaison plutôt que cette combinatoire, alors U tilde IJ est le barycentre. Eh bien, U tilde IJ est compris inférieur ou égal à grand M et supérieur ou égal à petit m. Ça, c'est assez évident. Et du coup, eh bien, je vais continuer ici. Il y a 2 cas de figure qui se présentent. 2 cas de figure qui se présentent. Alors, le premier cas, c'est petit m différent de grand M. Et le deuxième cas, c'est évidemment petit m égale grand M. Alors, je vais l'écrire pour qu'il n'y ait pas de doute, mais je vais commencer à le dire déjà oralement. Dans le premier cas, si le min de ces 4 valeurs, hein, on pourrait peut-être, si vous voulez, être plus précis, si vous le souhaitez, je vais le faire. On va marquer K égale donc I moins 1, I plus 1, et L égale J moins 1, J plus 1. C'est ce que j'avais dit, mais si vous voulez l'écrire, n'hésitez pas. Et là, même cause, mêmes effets. K égale I moins 1 ou I plus 1. Et L égale J moins 1 ou J plus 1. Voilà. Alors, on va commencer à le dire oralement, avant de l'écrire, si vous voulez.
lorsque je vais effacer, bien évidemment. Donc, en fait, si petit m est différent de grand m, eh bien, si petit m est différent de grand m, puisque utile d'ij est inférieur ou égal à grand m et supérieur ou égal à petit m, ça veut dire que si les deux sont différents, ça veut dire que utile d'ij est strictement compris entre petit m et grand m, qui sont le max et le min des 4 valeurs. Ce qui veut dire que utile d'ij n'est ni un minimum ni un maximum local strict. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors pire que ça, on va pas dire encore mieux, c'est que si petit m égale grand m, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si le min égale le max, les 4 valeurs sont identiques, du coup, et par cette relation-là, par la relation, vous trouvez que utile d'ij est égal aux 4 autres valeurs. Donc, utile d'ij, évidemment, puisque tout est constant, j'ai envie de dire, entre les 5 valeurs de ces 5 points, évidemment. Donc, à plus forte raison, utile ij n'est encore moins un minimum ou un maximum local strict. Donc, je vais l'écrire, et après, on va voir qu'il n'est ni un minimum ni un maximum local au sens large, c'est-à-dire en admettant une inégalité large. Alors, je vais garder le titre quand même, si vous voulez, mais je vais prendre la suite et répéter ce que je viens de dire oralement, en écrivant évidemment ces deux cas de figure. Hein. Donc, on va avoir un petit coup de séchante pour être sûr que ça ne bave pas et que vous ayez les informations aussi clairement que possible, comme d'habitude. Donc, premier cas, eh bien, si petit m est différent de grand m, alors du coup, vous avez petit m inférieur strictement à utile ij, inférieur à grand m. Et donc, où ça implique que utile d'ij n'est ni un minimum local strict, ni un maximum local strict. Oui, on peut le dire de différentes façons. N'est ni un minimum ni un maximum local strict. N'est ni un minimum ni un maximum, un peu plus de clarté, local strict. Deuxième cas de figure, hein, puisque petit m est plus petit strictement que utile d'ij, donc utile d'ij n'est pas le minimum, local strict est évidemment la même chose pour le maximum. Pas besoin d'en rajouter. Grand m, petit m égale grand m, ça veut dire que, comme je le disais, donc le minimum et le maximum des 4 valeurs, hein, on est bien d'accord, des utiles KL sont égaux, le minimum et le maximum de ces 4 valeurs les deux valeurs sont égales, donc, eh bien, ça veut dire que utile, je vais l'écrire, i-1j, eh bien, ça veut dire que utile i-1j égale utile i plus 1j égale utile ij-1 égale utile ij plus 1. Et ça implique fait donc que je vais même le mettre directement, et c'est donc égal à utile ij via la relation étoile, et la relation étoile, c'est celle-ci. On va le dire ici, on va l'appeler étoile. D'accord. Donc là, c'est très très facile, hein. Si vous mettez que les 4 valeurs sont identiques, eh bien, compte tenu de la relation alpha plus bêta égale 1, vous allez trouver que utile d'ij vaut ces 4 autres valeurs. Et donc, même conclusion, hein, je vais l'écrire plus rapidement si vous voulez, même conclusion, ça veut dire que les 5 valeurs sont égales. Donc, utile d'ij, hein, qui est à un point, qui était l'approximation en un nœud strictement intérieur au domaine, ici, eh bien, n'est ni un minimum ni un maximum local strict. Alors, est-ce qu'il peut être un minimum ou maximum local au sens large? Ben, écoutez, d'après la première, si c'est large, ça veut dire que c'est large sans être strict. Qu'est-ce que ça veut dire large, hein? Je vous le rappelle, ça voudrait dire que utile d'ij serait inférieur ou égal à, pour un minimum local large, aux 4 autres valeurs. Ça serait inférieur ou égal au sens large. Oui, mais comme ça ne peut pas être,
on a vu ici que lorsqu'il est strict, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que c'est large au sens de l'égalité. Ça serait inférieur ou égal, ça veut dire égal. Mais si les valeurs sont égales, on vient de voir dans le deuxième cas de figure que les 5 valeurs seraient égales. Oui, mais si les 5 valeurs sont égales, je vais continuer à faire ça de proche en proche le long de l'axe des x et je vais obtenir que tout est constant au sens où ici tout est constant dans les 5 valeurs localement, mais en me déplaçant selon l'axe des x, puis selon l'axe des y, je vais obtenir que tout est constant dans le domaine. Donc ça ne marche pas non plus, parce que vous avez donc utilde dans tout, enfin, toutes les approximations au nœud intérieur sont les mêmes. Ça veut bien dire qu'au nœud intérieur, pardon, l'approximation qui en résulte n'est ni un minimum ni un maximum, puisque tout est constant. Voilà. Conclusion, on en conclut que eh bien, le minimum et le maximum de utilde, au sens générique, toutes les approximations de U, en quelque sorte, donc dans tous les différents nœuds, y compris ceux du bord, le minimum et le maximum d'utilde sont atteints sur le bord de oméga. Et on retrouve par ce schéma aux différences finies centrées, c'est peut-être pas valable pour tous les schémas aux différences finies, mais en tout cas pour le schéma aux différences finies centré à 5 points, qui est assez naturel d'introduire comme vous l'avez vu, eh bien on retrouve les propriétés concernant le théorème du maximum que nous avions admis concernant la solution du Laplacien, rappelez-vous. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose maintenant, ça va être la répercussion de ce résultat sur l'approximation construite par ce schéma aux différences finies concernant le problème de Dirichlet, Laplace Dirichlet, puis après Laplace Neumann, et enfin plutôt Laplace Neumann Dirichlet, le problème mixte, et enfin le problème de Laplace Neumann, rappelez-vous, qui était mal posé pour le problème continu. Rappelez-vous aussi que problème continu veut dire problème exact. Hein. Donc, j'ai envie de dire conséquence pour le problème de Laplace Dirichlet. Conséquence pour le problème de Laplace Dirichlet. Alors, l'unicité de la solution. Alors, le problème de Laplace Dirichlet, ça va être un Laplacien de U égale 0 dans oméga et un U sur le bord de oméga connu égal à F, par exemple. Hein, F connu, F donné. C'est juste pour reprendre des notations que vous avez peut-être oubliées. Alors, on va dire, dans ce cadre-là, soit... alors je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit, pardon. On va regarder l'unicité d'abord de la solution de l'approximation. Donc, premier item dans ce cadre-là, unicité de utilde. Unicité de utilde, c'est-à-dire on va considérer deux approximations solutions du schéma aux différences finies avec, pour cette approximation, les deux approximations prennent les valeurs connues sur le bord. Rappelez-vous, je vous renvoie à la vidéo, l'avant-dernière, oui, c'est la dernière, pardon. Donc, soit utilde 1 et utilde 2, de suite solution, de suite d'approximation, solution du schéma aux différences finies, centré à 5 points,
hein, pour que les choses soient claires, tel que, eh bien, on est U tilde 1 sur le bord égale F, et U tilde 2 sur le bord égale F également. Alors, je me rends compte, enfin je l'ai dit, mais peut-être qu'au niveau des notations, tout n'est pas clair. Hein. Quand je note U tilde 1, U tilde 1, en fait, c'est en fait la suite U tilde. Je vais l'écrire pour que... C'est un peu comme les suites numériques que vous avez dû voir en son temps, avec les notations génériques de la suite. Enfin, je vais préciser la notation pour que ça soit on ne peut plus clair, comme U tilde, hein, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Voilà, oui, ça intervient là. Hein. Ce que l'on note U tilde 1, eh bien, c'est les U tilde de M, I, J. J'ai envie de dire, quel que soit MIJ, puisque je n'ai pas numéroté tout, alors je ne vais pas introduire maintenant des variations de I et de J, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait, quel que soit MIJ appartenant à oméga bar, c'est-à-dire les nœuds intérieurs et les nœuds sur la frontière. Et évidemment, la même chose hein, pour U tilde 2, c'est l'ensemble des valeurs U tilde M, U tilde 2, là c'est U tilde 1, merci de me l'avoir dit, en MIJ, quel que soit, bien sûr, MIJ appartenant à oméga bar, c'est-à-dire l'adhérence, c'est-à-dire l'intérieur comme la frontière. Et donc, quand je notais U tilde ici, hein, le maximum et le minimum de U tilde, c'était l'écriture générique pour parler de toutes les valeurs de U tilde MIJ, pour tous les MIJ intérieurs, comme sur le bord de oméga. D'accord. Donc, on considère deux suites d'approximations qui vont satisfaire le schéma aux différences finies d'une part à 5 points, centré à 5 points, et d'autre part, les conditions aux limites qui sont là. Hein. Là, ça veut dire, de nouveau, avec cette précision que je viens de faire, ça veut dire ici U tilde 1 pour les nœuds du bord, restreints au bord, eh bien, c'est les valeurs de F pour les nœuds du bord. Je vous renvoie au cours précédent, d'accord, etc. Alors, une fois qu'on a dit cela, eh bien, si je regarde U tilde et que je forme la différence U tilde 2 moins U tilde 1 ou U tilde 1 moins U tilde 2. Premièrement, on a U tilde est solution du schéma aux différences finies centrées à 5 points. De la même U tilde, c'est-à-dire U tilde au point MIJ, les U tilde IJ. Hein. D'ailleurs, quand j'ai noté cela, je me rends compte encore que peut-être ce n'était pas totalement clair. Quand je dis U tilde 1 en MIJ, c'est des U tilde IJ pour cette première approximation. Et là, c'est U tilde IJ pour cette deuxième approximation. D'accord, vous avez compris ce dont je parle, je l'espère. Donc, si je considère ici U tilde, la différence des deux, eh bien, U tilde est solution du schéma aux différences finies centré à 5 points, c'est-à-dire la fameuse combinaison dont on a pu extraire tout à l'heure, exhiber U tilde IJ comme barycentre des 4 autres valeurs, rappelez-vous. Pourquoi? Pourquoi sans faire aucun calcul? Dites-le. Vous l'avez dit, car c'est un schéma, je l'ai évoqué, il me semble, la vidéo précédente, linéaire, très important ça, dans le sens où les 5 valeurs, notons-les d'une manière générique, U tilde KM, hein, forment une combinaison linéaire nulle. Combinaison linéaire nulle.
de ces 5 valeurs, ni plus ni moins. Quand vous regardez le schéma aux différences finies, on peut rassembler les utiles d'IJ puisqu'ils interviennent dans les deux approximations des deux dérivées partielles secondes par rapport à x par rapport à y. Vous pouvez rassembler, vous formez une combinaison linéaire de ces 5 valeurs et elle est nulle puisque le Laplacien, c'est le Laplacien qu'on résout égal à 0 et pas l'équation de Poisson par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez donc une combinaison linéaire de ces 5 valeurs qui est nulle. Vous prenez 2 suites qui vérifient cette même combinaison linéaire nulle. Eh bien, la différence de ces 2 suites, évidemment, vérifie de nouveau cette combinaison linéaire. Donc, utile des solutions du schéma aux différences finies. Et donc, ça implique quoi? Ça implique que le maximum, d'après ce qu'on a vu avant, et le minimum de Utilde se situent sur le bord de oméga. Sur le bord de oméga. Ça, c'est l'héritage du principe du maximum discret qu'on a vu juste avant. Et donc, il reste, or, sur d rond oméga, Utilde 2, enfin Utilde sur le bord de oméga, c'est ni plus ni moins que Utilde 2 sur le bord de oméga, moins Utilde 1 sur le bord de oméga, c'est-à-dire f moins f. Rappelez-vous, c'était la manière d'imposer ce qui est connu pour l'approximation lorsque la solution exacte est connue. C'est le propre de la condition de Dirichlet qui est là. Et donc, sur le bord, la solution Utilde, différence de 2 approximations a priori différentes, eh bien, sur le bord, Utilde est nul. Oui, mais c'est le maximum de tout ce qui se passe pour Utilde sur l'intérieur comme sur, j'allais dire, l'extérieur, c'est-à-dire le bord, pas l'extérieur, le bord d'oméga. Donc ça implique, puisque c'est le maximum et le minimum de Utilde et que le maximum et le minimum de Utilde sont nuls sur le bord, d'après les conditions de Dirichlet qui se soustraient l'une de l'autre, eh bien ça implique que Utilde égale à 0 dans oméga. Et évidemment, elle était déjà nulle sur le bord. Et donc, ça implique que Utilde 2 égale Utilde 1. Et il y a donc unicité de la solution de l'approximation du problème de Laplace-Dirichlet par le schéma aux différences finies centré à 5 points, évidemment, où cette approximation prend les valeurs de la solution connue sur le bord. Et donc, ça, c'était pour l'unicité. Eh bien, qu'est-ce que vous allez me dire pour l'existence? Alors, pour l'existence, je vais l'écrire ici. Pour l'existence, si vous avez conscience de ce qui vient d'être résolu pour l'unicité, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pour l'existence? Je vais le dire tout de suite ici. 2i, existence de Utilde. Existence de Utilde. Un peu de jaune ici, un peu de jaune là. Eh bien, la suite, je vais donc faire une place. La suite d'approximation. La suite d'approximation que j'ai noté Utilde, c'est-à-dire les Utildes en MIJ. Hein? C'est ça que ça veut dire pour tous les MIJ. Et solution de, je l'ai appelé étoile tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais le réécrire, Utilde I-1J, allons-y, moins 2 Utilde IJ, sans fainéantisme, plus Utilde I plus 1 J sur H2, plus Utilde IJ-1, moins 2 Utilde IJ, plus Utilde IJ plus 1, sur K2, égale à 0. Égale à 0.
égale 0. Mais ça implique que U tilde IJ, la suite, hein, est solution d'un système linéaire carré, d'un système linéaire, autre manière de parler de mes combinaisons linéaires tout à l'heure, hein, système linéaire carré. Pourquoi? Parce que au premier nœud intérieur, vous allez écrire cette équation-là avec les bons nœuds qui correspondent. À celui-là, idem. Évidemment, quand il y aura les nœuds du bord qui interviendront, il faudra dire que ces nœuds valent petit f connu. Et donc, vous allez avoir un certain nombre d'équations avec le même nombre d'inconnus. Puisque, en fait, vous avez comme inconnus les U tilde IJ pour tous les nœuds correspondant à tous les nœuds MIJ, intérieur au domaine oméga. Et pour chacun de ces nœuds, vous écrivez cette équation-là. Donc, vous avez un système carré. Eh bien, pour un système carré, vous me voyez venir, si vous avez l'unicité de la solution d'un système linéaire, ce qui a été obtenu dans ce que je viens d'effacer, eh bien, l'équivalence entre l'existence et l'unicité de la solution d'un système linéaire carré, c'est quelque chose qui est une propriété bien connue en algèbre linéaire. Autrement dit, eh bien, avoir montré l'unicité, c'est avoir montré l'existence et l'unicité. Magnifique. Et donc, comme pour le problème exact, plutôt on dit le problème continu, hein, je vais l'écrire, eh bien, je vais l'écrire tout de suite, eh bien, on a existence et unicité de la solution de l'approximation de Laplace Dirichlet, comme c'était le cas pour le problème continu, le problème exact. Donc, je vais l'écrire maintenant. Or, pour un système linéaire carré, l'existence de la solution est équivalent à son unicité. Dans le sens, vous avez compris, dans le sens où si je montre l'un, j'ai l'autre. Et donc on a existence et unicité. C'était 2i, 3i, carrément 3i, carrément 3i. Dépendance continue de U tilde vis-à-vis de petit f, vis-à-vis de la donnée petit f sur le bord. Et oui, vous voyez où l'on va, vers quoi on tend, hein, vous voyez vers ce en quoi on tend à montrer que le problème de Laplace Dirichlet discret dans ce cadre-là, cette géométrie qui me permet d'aller jusqu'au bout de mes propos, et on pourrait le généraliser dans des géométries plus complexes, eh bien on va montrer qu'il y a aussi dépendance continue, comme c'est le cas pour le problème, cette fois-ci continu, ici, pour l'approximation, la suite d'approximation qui est générée par ce schéma aux différences finies à 5 points avec les conditions de Dirichlet sur tout le bord du domaine. Autrement dit, teasing pour ce qui va se passer dans 3 minutes, eh bien le problème de Laplace Dirichlet discret est un problème bien posé au sens d'Adamard. Waouh, magnifique, on a exactement le transfert de la propriété majeure du problème de départ sur le problème d'approximation. On peut y aller, on peut faire fumer les ordinateurs dans un cas pareil. Il suffit maintenant de regarder si cette matrice, si la matrice de ce système est une matrice inversible, ce qui serait quand même le minimum à obtenir pour des propriétés tellement sympathiques, j'ai envie de dire, de transfert entre le problème continu et l'approximation. Alors, dernier point, eh bien, si Fn, la suite de ce qui définit le bord, hein, si Fn tend vers 0 sur le bord au sens de C0 du bord, c'est-à-dire le maximum, enfin c'est même le sup, enfin comme ici c'est atteint, on pourrait dire le max, mais soyons très précis, le sup pour tous les m appartenant au bord de valeur absolue de Fn de m
tend vers 0. Donc, en particulier, ça veut bien dire que, en particulier, quel que soit MIJ appartenant au bord, eh bien, vous allez avoir Fn de MIJ qui va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, pour tous les nœuds du bord, Fn, hein, qui peut le plus, peut le moins, je suis en train de vous dire que, rappelez-vous, voilà à quoi ça sert, ces notions fondamentales. Je suis en train de vous dire que la convergence uniforme implique la convergence simple. C'est tout ce que je viens de vous dire. Mais oui, mais j'en ai besoin de cette convergence simple. Parce que le problème discret est un problème discret, c'est-à-dire au point, aux différents nœuds du bord. On est passé, rappelez-vous, d'une dimension infinie d'inconnus et d'équations à un nombre fini au nœud. Donc c'est la notion de ponctualité d'information qui nous préoccupe. C'est le sens de la convergence simple. Voilà. Donc ça c'est juste pour motiver les troupes de ceux qui sont parmi vous encore en L2 et qui regardent déjà ces cours. Toutes les notions de convergence abordées en L2 pour les suites de fonctions, les voilà, eh bien, sont fondamentales dans les répercussions que l'on en a pour des applications comme ici. Alors, Fn de MIJ tend vers 0. Oui, mais qu'est-ce que je vous dise? Or, vous voyez ce que je veux dire? La suite utile de n correspondant à Fn présente ou possède, comme vous voulez, un minimum, pour chaque n, un minimum et un maximum sur le bord, sur le bord de oméga. Sur le bord de oméga. Oh, voyons, faisons les choses proprement. Un minimum et un maximum sur le bord de oméga. Ça, c'est toujours le théorème du maximum discret, hein, sur le bord de oméga, sur le bord des ronds oméga de oméga. Ça implique donc quoi? Que le maximum, alors là, cette fois-ci, je peux écrire max et pas sup, si vous voulez, parce qu'on a un nombre fini de points, donc le max c'est le sup c'est le max, hein, vous avez compris. Le maximum des valeurs absolues de U tilde n en MIJ pour MIJ appartenant à oméga bar, je répète ce que ça veut dire, pardon, U tilde n. Voilà. Hein? Ça veut dire tous les U tilde IJ, tous les U tilde N IJ. Hein? Alors le N, il faudrait peut-être que je le fasse passer en hauteur, parce qu'il y a déjà des indices en bas, mais vous avez compris, c'est pour ça que je garde cette notation et je n'écris pas U tilde IJ. Parce qu'il faudrait que je mette le N en exposant, c'est pas un drame non plus. Hein? Mais enfin bon, on pourrait se poser la question, certains d'entre vous, comment il passe de sa valeur d'indice à une valeur d'exposant. Donc je ferme vite la parenthèse, je garde cette notation-là qui est suffisamment claire. Le maximum, il est comment? Bah écoutez, si il est atteint sur le bord, la suite U tilde n présente un maximum, un minimum sur le bord, donc en valeur absolue, le maximum de U tilde n, au point MIJ, ce maximum-là, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisque ce maximum-là, il est sur le bord, et sur le bord, la suite tend vers 0. Bah oui, bah donc, c'est QFD. Hein. Donc, on a bien que ce que j'ai appelé ici, ce qu'on note le sup, après, mais bon, si la fonction est continue, le sup est atteint, donc c'est un max, sur un domaine fermé borné, ce qui est le cas ici. Donc, il n'y aurait pas d'ambiguïté à écrire un maximum, mais bon, par rapport à la tradition de la convergence uniforme, on note plutôt le sup, vous avez compris. Et donc, si ce sup tend vers 0, étant donné que sur le bord, c'est là où U tilde n réalise, comme on dit, son minimum et son maximum, et bien donc son maximum et son minimum tendent vers 0, ce que j'ai écrit ici d'un coup. Conclusion, ah oui, on l'écrit en rouge là, conclusion,
le problème, je l'ai dit tout à l'heure, mais on y est, hein, le problème de Laplace Dirichlet discret est bien posé au sens d'Adamard. Magnifique. Magnifique. C'est-à-dire qu'on arrive à transférer. On a une approximation qui est très cohérente, très cohérente avec le problème continu. 1, on a existence et unicité de la solution de ce problème. 2, la continuité de cette approximation, elle ne va pas se mettre à exploser si les données au bord tendent vers 0. Eh bien, la suite d'approximation va tendre vers 0, grosso merdo, hein, c'est ce qu'on vient de voir là, parce qu'ici le maximum tend vers 0, tout tend vers 0. Vous aviez compris, c'est-à-dire si le maximum, enfin bon, c'est pas la peine d'en revenir, donc je continue. Et on avait vu que ce schéma aux différences finies était consistant, c'est-à-dire qu'il ne procédait pas d'une vue de l'esprit complètement aberrante, où on va générer ces quantités de manière aléatoire au point MIJ. Pas du tout. Il y a juste entre le problème exact, le problème du Laplacien que j'ai effacé, et le schéma aux différences finies qui est là, il y a une différence d'infiniment petit près. C'est ce qu'on appelle la consistance. Écoutez, je pense qu'on pourrait difficilement ne pas se mettre à la programmation de cela. Encore une fois, si tant est qu'on ait d'abord établi que la matrice de ce système est inversible, teasing, rebolote, elle est inversible, à vous de le démontrer. Alors, ça c'était conséquence pour le problème de Laplace Dirichlet. Eh bien, allons-y maintenant. Conséquence pour le problème de Laplace-Neumann-Dirichlet, le problème mixte. Eh bien, pour le problème mixte, vous pourriez vous débrouiller tout seul, je le dis bien. Conséquence pour le problème mixte. Donc, Laplace-Neumann-Dirichlet. D'accord? Alors, pour ce problème, qu'est-ce que l'on a? On a, je vous rappelle, la chose suivante. Premièrement, unicité de la solution. Unicité de la solution. Alors, juste pour rappel quand même, hein, dans le cas du problème mixte, on va considérer comme ça. On va considérer donc Laplacien de U égale 0 dans oméga. On va supposer que U sur gamma 1 égale F, et on va supposer que DU sur DN sur gamma 2 égale G, et je vais prendre, alors je l'avais appelé H dans nos calculs, mais enfin c'est pas bien grave, et je vais dire que gamma 2, ça correspond ici à Y égale 0. D'accord? Voilà gamma 2. Voilà gamma 2, c'est ici. Parce que là-dessus, hein, on va dire voilà gamma 2. Parce que là-dessus, j'ai fait avec vous les calculs. Ni plus ni moins, on pourrait complètement changer. Et donc voilà gamma 1. Voilà gamma 1. Donc je vais faire comme ça. Et le feutre bleu a rendu l'âme. Terminé. Un petit coup de bleu à la craie. Et voilà gamma 1. D'accord. Alors, ça veut dire hein, que si je considère maintenant U tilde égale U tilde 2 moins U tilde 1, alors, hein, si, alors, U tilde est solution de... Eh bien, je vais le rappeler, ça je l'avais appelé étoile, hein, donc continuons d'étoile. Donc pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je vais le redire maintenant, U tilde est solution de étoile. De étoile, gardons les codes couleurs.
Ça, c'est par sa linéarité. Hein. C'est la linéarité de, vous le voyez, je l'avais dit oralement, bah écoutez, là je l'ai réécrit pour d'autres besoins. Donc vous voyez bien qu'il s'agit bien d'une combinaison linéaire nulle de ces 5 valeurs de utile KL pour tous les K et tous les L considérés, I-1J, I plus 1J, IJ, IJ plus 1, IJ moins 1. Très bien. Donc utile et solution. Deuxièmement, utile est nul sur gamma 1. F moins F, comme tout à l'heure. Et troisièmement, D utile sur Dn, discrétisé. Et je vais vous redonner ce qu'on avait fait l'autre fois. Eh bien, c'est la différence, et donc ça va être G moins G, hein, là c'est G virgule, et discrétisé est nul sur gamma 2. Oui, mais or, sur gamma 2. Alors, si je reprends les calculs que nous avions faits la dernière fois, et après réarrangement, on obtient utile I2 moins 1 plus K2 sur H2. K2 sur H2 utile I1 plus K2 sur 2H2 facteur de utile I-1, 1 plus utile I plus 1, 1. Et ça, c'est égal à 0. Donc, en fait, ça c'était l'écriture hein, en prenant le second membre que j'avais appelé H, reprenez le calcul. Là, je l'avais appelé H, si je l'ai appelé G, de toute façon, ça va faire G moins G hein, pour utile 2 moins utile 1. Hop, petite erreur de frappe. Et donc, je vous rappelle aussi, parce que ça c'était la nouveauté de la dernière fois, voilà le nœud, par exemple, générique, hein, ça c'est le nœud MI1, d'accord, qui correspond à utile I1, la valeur approchée que l'on cherche à déterminer par cette discrétisation de la condition de Neumann, qui est ici, mais qui est ici nulle dans le cas de la différence de deux approximations. Et on avait ces quatre valeurs qui intervenaient. Donc, la première, celle qui nous intéresse, celle qui est ici. Et puis, les autres, les trois autres qui sont là, comme je l'ai mentionné sur le graphique. Autrement dit, utile I1 est... Hein, si vous l'isolez, vous allez de nouveau montrer que c'est le barycentre. Alors, je vais l'écrire dans le bon ordre. Hein. Donc, c'est pour ça que, voilà, on pourrait l'écrire les trois autres valeurs dans un ordre à loisir. Hein. Donc, de utile I2, utile I moins 1, 1 et utile I plus 1, 1. Avec les poids, avec les coefficients, ou les poids, on appelle ça aussi, comme vous le savez, les poids respectifs, alors les poids, donc ici il faut faire un peu d'arrangement algébrique, hein, exactement comme à l'intérieur, hein, comme ici, hein, quand j'avais tout à l'heure exhibé utile d'IJ en fonction des quatre autres valeurs, même cause, mêmes effets. Alors les poids c'est H2 sur H2 plus K2, K2 sur 2H2 plus K2, et évidemment le même K2 hein, et K2 sur 2H2 plus K2. De nouveau, ces poids sont compris entre 0 et 1. De nouveau, leur somme va vous donner 1, puisque vous voyez, là, vous faites la somme. Déjà, faites la somme de ces deux-là, c'est deux fois le même. Donc, vous allez avoir K2 sur H2 plus K2, hein, 1 demi fois 2, ça fait à peu près 1. Donc vous avez K2 sur H2 plus K2, plus H2 sur H2 plus K2. Donc ça fait K2 plus H2 sur K2 plus H2. Vous le dites dans le sens que vous voulez, donc ça fait bien 1. Donc il en résulte comme pour l'analyse de étoiles, rappelez-vous
que le maximum et le minimum ne pouvaient pas être à l'intérieur, donc il était sur le bord, eh bien, il en résulte, comme pour l'analyse d'étoiles, que U tilde ne présente ni de maximum ni de minimum sur gamma 2. C'est exactement le même raisonnement que qu'à l'intérieur de oméga. Et donc, pour les mêmes raisons, j'ai envie de dire algébriques, c'est pas possible. On n'aura pas de maximum et de minimum sur gamma 2. Donc, si U tilde a un minimum et un maximum, ça ne peut être que sur gamma 1. Oui, mais sur gamma 1, U tilde est nul. C'est fini. D'accord? Donc le maximum et le minimum ne peuvent pas être sur gamma 2. Donc, je l'écris ici, donc sur gamma 1. Il faut aller chercher le maximum de U tilde sur gamma 1. OK? Et finalement, on obtient le résultat comme pour le problème de Laplace Dirichlet concernant le problème discret, j'entends bien. Eh bien, or, sur gamma 1 de point U tilde égale 0, rappelez-vous pourquoi, c'est la différence f moins f, c'est U tilde 2 sur gamma 1 moins U tilde 1 sur gamma 1, c'est-à-dire f moins f, donc c'est 0. Et donc, or sur gamma 1, U tilde est nul, et c'est le maximum et le minimum. Donc ça implique bien que U tilde égale 0 dans oméga bar. Donc, on a du coup que U tilde 2 égale U tilde 1, c'est-à-dire unicité de la solution, de l'approximation du problème de, alors on va l'écrire, Laplace Neumann Dirichlet. C'est le problème mixte, comme ça que je l'ai appelé tout à l'heure. Dirichlet. Et donc, si on a l'unicité, alors vous allez me dire, oui, mais c'est plus le même problème à résoudre. Bien sûr que c'est plus le même problème à résoudre. Est-ce qu'il est toujours ce problème d'approximation correspond à un système linéaire carré? Réponse, oui, tout à fait. Donc, en fait, l'unicité va correspondre à l'équivalence, à être équivalente à l'existence de la solution. Donc, si on reprend maintenant le problème à résoudre au niveau de l'approximation, pas le problème de deux approximations possibles, il n'y a pas deux approximations possibles, comme on vient de le voir, mais qu'est-ce que l'on va chercher maintenant à résoudre pour l'approximation de ce problème-là? Eh bien, on va avoir à l'intérieur le schéma aux différences finies, et en chacun des points du bord ici, il va y avoir à écrire le schéma d'approximation, l'approximation de la dérivée normale, comme je l'ai vu avec vous la semaine dernière et que je l'ai rappelé ici pour des raisons d'interprétation de barycentre. Donc, on va avoir autant d'équations que d'inconnus, c'est-à-dire à l'intérieur, on a les inconnus, les U tilde J, et en ces nœuds-là, on écrit bien le schéma aux différences finies centré à 5 points. Au nœud ici, intérieur, au bord gamma 2, eh bien, on a ces inconnus-là, et en fait, en ces inconnus, on va écrire l'équation de discrétisation de l'équation de Neumann correspondant, et il reste à dire un petit quelque chose dont je vous avais proposé d'y réfléchir par vous-même, et donc le par vous-même, l'avez-vous résolu, c'est-à-dire en ce nœud-là. Qu'est-ce qu'on va faire en ce nœud-là, et qu'est-ce que l'on va faire en ce nœud-là? De deux choses l'une, soit on écrit une condition de Dirichlet en arrivant par là, soit on écrit une condition de Neumann en arrivant par là. D'accord? Une petite remarque avant de parler du fait qu'on a un système carré, dans tous les cas, qu'on écrive en ces deux nœuds
la condition de Dirichlet ou la condition de Neumann, ce que l'on va voir tout de suite. Hein, je vous avais proposé de le regarder et je vais maintenant donner la clé de cette petite problématique. Ben, dans tous les cas, soit vous connaissez, et donc il n'y a rien à écrire en ce nœud, puisque vous allez écrire si utile égale le petit f qui est connu. Ou vous allez écrire la condition ici discrétisée que j'ai rappelée tout à l'heure. Très bien, et qu'on a vu la semaine dernière. Voilà. Et donc, vous aurez dans tous les cas un système carré correspondant avec un nombre égal d'équations et d'inconnus. Or, on a montré ici que le système en question, il y a unicité de la solution, donc il y a existence, c'est complètement équivalent. De nouveau, pour Laplace Dirichlet discrétisé avec Neumann, Laplace Dirichlet, pardon, je recommence. Pour le cas, de nouveau, pour Laplace Neumann Dirichlet, eh bien le problème discret est bien posé au sens existence et unicité. Je vais parler tout de suite de la continuité, de la dépendance continue de l'approximation. Donc, je vais les appeler grand A et grand B. Grand A et grand B. Alors, ici, je fais remarque. En grand A et en grand B, on écrira pour l'approximation utile, la condition suspense de... Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on va écrire comme condition ici? Ben, on va dire, premier point de vue, faisons simple. On a a priori le choix. C'est pas une bonne manière de faire, hein, de dire les choses comme ça, mais faisons simple, écrivons la condition de Dirichlet. Alors d'autres parmi vous, mais non, mais bien entendu, c'est la condition de Neumann est beaucoup plus riche, écrivons la condition de Neumann. Sauf que, si je devais écrire, alors on va le faire en jaune, si je devais écrire en ce nœud-là la condition de Neumann, j'aurais besoin de cette valeur-là, j'aurais besoin de cette valeur-là, mais j'aurais aussi besoin de cette valeur-là. Hein, rappelez-vous la structure de notre approximation. Or, évidemment, ce qui se passe ici, c'est dans l'espace intersidéral. On n'a absolument pas d'informations. C'est en dehors du problème. Donc, on ne peut pas écrire de manière naturelle. Je vais le dire comme ça. De manière naturelle, on ne peut pas écrire la discrétisation de la condition de Neumann ni en A, parce qu'en A, on aurait la même phénoménologie. On aurait besoin de ce point-là, et de ce qui se passe ici. Ah, le feutre jaune aussi est en train de rentrer l'âme. C'est pas grave. Et donc, vous voyez qu'ici, on est dans l'espace intersidéral. On n'a pas d'information a priori. Donc, on écrira la condition de Dirichlet, ce qui conduit à un système carré dont l'existence de la solution découle, on va le dire comme ça, de l'unicité déjà établie précédemment. Et donc, on a existence et unicité de la solution du problème X, Laplace Neumann Dirichlet. Troisième, j'ai dit, je ne l'ai pas, ça c'était remarque, mais vous pourriez mettre ici 2i, le feutre jaune, ça y est. Le feutre jaune, est-ce que ça y est? Ouais, on va voir ça. Ça c'est existence. En fait, il est mort à cause du rouge. Donc existence. Voilà, c'est fait. Et puis, troisième, non, il n'est pas mort. La dépendance continue. La dépendance continue de U tilde vis-à-vis de f et g, via deux suites de fonctions, fn et gn, etc., comme tout à l'heure, vis-à-vis de f
et G s'obtiendrait à l'aide d'investigations, j'ai envie de dire, d'investigations ayant trait à la formulation variationnelle que nous verrons, à la formulation variationnelle associée. Et donc ça, c'est CF, élément fini. Mais ça pourrait s'obtenir. Donc là, encore une fois, pour ne pas sortir de ce cadre assez simple, mais je renvoie à la méthode des éléments finis, qui, elle, permettrait de montrer qu'il y a effectivement dans le même, de manière un peu plus complexe que ce que l'on a vu tout à l'heure, il y aurait dépendance continue de l'approximation vis-à-vis des données, c'est-à-dire de F et G. Autrement dit, le problème mixte est bien posé. Le problème mixte discret, très important, le problème mixte discret est bien posé au sens d'Adama. Mixte discret est bien posé au sens d'Adama. Le problème mixte est bien posé au sens d'Adama. Voilà. Il nous reste une dernière remarque, si vous avez encore la force, pour terminer totalement cette analyse du problème bien posé au sens d'Adama. On l'a fait pour le problème de Laplace-Dirichlet. On vient de la terminer pour le problème de Laplace-Neumann-Dirichlet, le problème mixte, attention, hein, c'est le problème mixte dont on parle. Qu'en est-il pour le problème de Neumann, Laplace-Neumann? Donc, si on était avec le cas du problème de Laplace-Neumann, qu'est-ce qu'il adviendrait? Donc, dernière partie, conséquence pour le problème de Laplace-Neumann. Pour le problème de Laplace-Neumann, on aurait Laplacien de U égale 0 et on aurait, dans oméga, on aurait un du sur dn sur gamma, hein, le bord, ou appelez-le gamma ou d rond oméga, pour, du coup on n'a plus de segmentation, de partition du bord, hein, c'est un problème complètement, voilà, égal G. Donc si on prend deux solutions, hein, l'unicité de la solution, donc si je reprends maintenant, donc on n'en est plus là, hein, mais là j'ai juste rappelé la formulation, vous voyez ce qui va se passer. On va prendre pour ce problème-là deux solutions, deux approximations, et on va, à l'aide de la différence, d'essayer de conclure. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la différence? Donc je vous remets juste la structure. Donc on va prendre soit utile de 1 et utile de 2, deux solutions du problème approché.
c'est-à-dire à l'intérieur, le schéma aux différences finies à 5 points, c'est-à-dire sur le bord. Alors des équations qui vont s'écrire sur les 4 bords de la même manière, mais adaptées évidemment avec les numérotations des nœuds, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça va être exactement la même chose que ce que l'on a fait ici sur le bord AB, mais il faudrait l'adapter sur les 3 autres bords de manière identique, ni plus ni moins. Ce qui est sûr, c'est que U tilde, qui serait la différence de U tilde 2 moins U tilde 1, n'a pas de maximum ni de minimum, on l'a vu à l'intérieur, n'a pas de maximum et de minimum sur un bord qui correspond à la condition de Neumann. Donc U tilde n'a pas ni de maximum ni de minimum tout court. Donc ça veut dire que U tilde, dans ce cas-là, est constante. Il n'y a ni minimum ni maximum partout, hein, partout. Et à partir du moment où U tilde est constante partout, eh bien cette constante est indéterminée et donc on ne peut pas garantir que U tilde égale 0. Donc il y a une unicité de la solution exactement comme pour le problème continu. Je vais quand même l'écrire. Et donc on ne peut pas conclure non plus qu'il y a existence de la solution du problème discret par le même canal du système linéaire carré qui lui est associé. Même cause, mêmes effets, même méthodologie, mais méthodologie coincée, sans issue, pour les raisons que l'on vient de voir. Donc, il en résulte pas d'unicité de U tilde, et donc pas d'existence via ce canal. Pas d'existence non plus. Donc on ne peut pas dire grand-chose par nos investigations sur l'approximation du problème de Laplace-Neumann avec le schéma aux différences finies centré à 5 points et, je le répète, des conditions de discrétisation sur tout le bord adaptées à celles que nous avons mises en œuvre la semaine dernière. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui sur nos investigations sur la discrétisation de l'équation de Laplace, Dirichlet, Laplace-Neumann, Laplace-Neumann-Dirichlet avec les différentes propriétés que nous avons pu voir. La prochaine fois, nous allons commencer l'équation de la chaleur. Je vous rappelle, c'est le prototype d'équation aux dérivées partielles parabolique. Et là, de nouvelles choses vont apparaître. Je vous dis à très bientôt. Bon après-midi.